Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux ce soir à la Régulière pour cet événement un petit peu spécial. Donc on vous accueille avec Marie et Alexandre, toute l'équipe de la Régulière et tous les participants et participantes de la résidence d'écriture La Goutte d'Or mode d'emploi qu'on a initiée l'année dernière avec Alexandre et qui a eu lieu cette année de janvier à... Donc c'est la première fois que la Régulière organisait une résidence d'écriture et on est particulièrement émerveillés du résultat. C'est pour ça qu'on a décidé d'en faire aussi notre première publication. Avec Julia, quand on a ouvert la Régulière il y a 6 ans, on avait déjà imaginé un jour créer les éditions de la Régulière. Mais les premières années faisant, c'était pas possible, on avait trop de travail, c'était trop intense. Mais là, d'un coup, tout est devenu très naturel et on a décidé de faire ça. On l'a fait entre amis. Je remercie vivement Joanne et Quentin, donc Quentin est présent. Du studio Image Format qui ont fait la maquette et tout le design graphique de ce projet, qu'on aime beaucoup aussi. Vous pourrez découvrir que le livre, c'est également un peu un objet livre, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, donc il y a un recueil de texte que Alexandre présentera plus longuement et dont Marie va lire des extraits. Et la surcouverture, en fait, se transforme en poster avec une cartographie de la Goutte d'Or, puisque ce livre parle de la Goutte d'Or et au travers de différents personnages et parcours de vie. Donc on les a accrochés ici, mais vous pourrez le découvrir en toute intimité avec le livre. Et donc encore une fois, merci pour tout, pour d'être venu, merci à tous les participants. Je suis super émue parce que pour moi c'est un grand moment. En plus, vous faites les 6 ans de la Régulière dans une semaine. Et du coup, à cette occasion, donc là on a le lancement du livre, on va fermer vers 20h30 à la librairie. Et après, on va tous fêter l'anniversaire de la Régulière à l'Omadis, qui est un bar qui est rue Doudeville. Donc si vous avez envie de continuer la soirée avec nous et de faire un petit peu la fête, vous êtes tous les bienvenus. En attendant, il y aura un petit apéritif. Et voilà, passez une très bonne soirée et merci pour tout. Merci. Navillon, 19 mai 1978, il est 10h moins 20. Voilà. Pardon. Il est 10h moins 20. Le temps est pluvieux. La circulation est plutôt fluide. La plupart des gens ont leur parapluie ouvert. Je suis au carrefour Mabillon. Je vois devant moi l'amorce de la rue du Four. La portion du boulevard Saint-Germain comprise entre Mabillon et Saint-Germain-des-Prés. Et en tournant un peu la tête, la rue de Bussy. Une femme passe avec un imperméable rouge, une autre avec un cabas. Un autobus 86. Un camion de fruits et légumes, Charles Prévost. Le feu sur le boulevard Saint-Germain de Saint-Terre. Page 80. On va pas vous le passer en entier, ça dure 2h30. C'est un projet radiophonique qu'il a fait pour France Culture en 1978. Il essaye de... Ça préexiste un tout petit peu à la tentative d'épuisement d'un lieu parisien sur la place Saint-Sulpice, qui est à 300 mètres ou 400 mètres de ce carrefour-là. Il essaye de dire le monde, tout simplement, avec ses armes à lui. On s'est placé dans les pas de Pérec pour cet atelier. C'est Mélanie. Ça s'appelle La Goutte d'Or mode d'emploi en hommage à la vie mode d'emploi. On a resserré, mais ça peut dire assez on ne va pas faire toute la vie, on va juste faire le quartier. Il y a plein de lectures possibles de Pérec. Je ne suis pas du tout un grand spécialiste de Pérec, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi qui sont penchés sur la question, mais moi j'entends un homme qui veut essayer de fixer le monde avant qu'il ne disparaisse. Et qu'il le fait avec une sorte de mélancolie, évidemment, mais un souci du détail complètement dingue. Alors ça s'entend pas là, parce que là, il dit juste pour l'instant, elle a un parapluie bleu ou elle a un cabas.
telle marque. Mais quand vous lisez Pérec, c'est ça qui est complètement fou, c'est son attention aux détails. Et c'est comme si, avant l'art de l'écriture, il y avait un autre art, qui est celui de l'observation. C'est ce que j'ai un peu essayé de transmettre. Voilà, donc on s'est mis, vous étiez 7 adultes et 4 collégiens. On a conçu ce recueil au fil de 6 mois d'écriture collective. Et donc il essaye de dire, pas le monde, mais la goutte d'or. La goutte d'or qui se transforme et qui change et qui ne cesse d'évoluer, ne cesse de varier dans ce qu'elle, à la fois dans ce qu'elle représente et dans la manière dont elle fonctionne. Et le meilleur exemple de ça, c'est que pendant qu'on écrivait le livre, il y avait encore les enseignes Tati et que le jour où elles sont sorties, les textes sont sortis de chez l'imprimeur, elles n'y étaient plus. Donc c'est peut-être ce que peut l'écriture, quoi. Fixer le monde avant qu'il ne disparaisse. J'espère que c'est ce que vous trouverez dans ce livre. Et Marie, du coup, va vous en lire quelques extraits. Merci. Ici, il y a un passage piéton déformé, avec un énorme creux au bord du trottoir et de l'eau qui stagne depuis toujours. Ici, il y avait un atelier de couture. Maintenant, c'est un appartement avec des meubles chers. Ici, il y avait des travaux sur le trottoir. Ils sont partis en laissant un trou. Ici, il y avait un centre de désintoxication et des gens qui buvaient des cafés sur le parvis en se disputant. Les jours de fermeture, quelques personnes attendaient devant. Maintenant, c'est ouvert tous les jours. Il y a moins de monde et moins de disputes. Ici, il y avait un local vide. Maintenant, il y a un monsieur qui fait des maquettes. Ici, il y a toujours eu des gens assis sur le rebord du grillage du square. Ici, il n'y avait rien. Maintenant, il y a un parking à vélo et des pots de fleurs qui bouchent le passage. Ici, il devait y avoir une place avec un arbre au milieu, mais ça ne s'est jamais fait. Lorsque chaque soir, Sophie aperçoit la fenêtre de chez elle par la vitre du RER, elle sourit intérieurement. Impossible pour les autres passagers de déceler cette joie tenace qui étreint sa poitrine. Car voilà, c'est le moment où elle va retrouver son appartement, le même depuis maintenant 11 ans. Cet appartement qui s'est transformé au fil des années en une sorte d'abri, où la vie solitaire n'a pas toujours été un choix, mais est progressivement devenue une décision. Une fois arrivée à la gare du Nord, elle remonte machinalement à pied le boulevard Magenta, bondé, traverse le boulevard Barbès, débordant, et se faufile dans la rue des Poissonniers, bouchée. Sophie Verveine arrive enfin dans le calme de sa résidence, la tête vidée et le corps là. Dans un mouvement routinier, elle dépose ses chaussures épaisses, dépose son lourd manteau, enlève son uniforme de travail qu'elle replie soigneusement sur son balai, se dirige vers sa salle de bain pour prendre une douche brûlante. Ce moment qu'elle vit comme un sas de décompression lui permet de faire disparaître dans la vapeur de sa douche les contraintes de la vie sociale, le travail et ses répétitions, les transports, les corps oppressés, les tensions et l'agressivité latente qu'une ville comme Paris produit sur ses habitants. Souvent seule les soirs de semaine, Sophie Verveine aime prendre son dîner face à sa télévision. Elle écoute alors les informations d'une oreille distraite et coupe le poste juste après la météo. Donner de la première importance quand on travaille dehors. Sophie rejoint alors sa chambre et place méthodiquement sa tenue du lendemain sur son balai. Cette tenue, dont elle a fini par devenir fière, se compose d'un treillis noir, plein de poches, d'une chemisette bleu ciel et d'un haut en polaire rose pâle et manches bleues, dont la poitrine et le dos sont brodés du logo de son employeur, le parc de loisirs France Miniature. Créée en 1991, la France Miniature est située dans la forêt d'Elancourt, dans les Yvelines. Son concept unique consiste en un parcours à la fois ludique et éducatif, reproduisant à l'échelle 1/30 117 monuments et paysages français parmi les plus célèbres.
On peut ainsi y voir dans la même journée et dans un format miniature des monuments aussi emblématiques que le Mont Saint-Michel, les arènes de Nîmes, le pont du Gard ou encore un village typique jurassien. Sophie, qui travaille depuis 2007, ne s'est jamais réellement plu au sein des cabinets d'architecture où elle a débuté sa vie professionnelle à Paris. Horaires infernaux, travail d'équipe démultiplié, créativité rendue stérile par la cacophonie de l'open space, afterworks interminables où la convivialité devient oppressante. Sophie avait fini par faire un burn-out en 2005 après 3 ans dans l'agence Atelier Plus Plus. Après cette expérience traumatisante d'épuisement physique et d'effondrement psychologique, elle s'était peu à peu refermée sur elle et avait déménagé dans ce quartier de la Goutte d'Or où le mouvement perpétuel et la densité impressionnante lui avaient paradoxalement procuré un sentiment d'apaisement et redonné doucement confiance en elle. En 2007, encore un peu flottante mais bien décidée à tenter quelque chose, elle avait accepté de répondre à cette offre d'emploi au service maintenance maquette du parc de loisirs à France Miniature. Amusée, elle s'était dit que ce serait comme être une architecte miniature, un peu confiante aussi. Elle se souvenait de ses cours de maquettisme, matière indispensable pour obtenir son diplôme d'architecte. Outre ses connaissances en matière de modélisme, son mélange de confiance en elle et de détachement souriant lui avait permis de décrocher ce job facilement. Puis, les années passant, elle avait développé une véritable passion pour les maquettes. Ici, il y a des gens de toute taille, de tout âge, de toute origine et à toute œuvre. Comme cet homme qui grimpait parfois sur les poteaux pour crier des trucs que je ne comprenais pas. Ici, il n'y a pas de feu, qu'il soit rouge, vert ou orange. Il n'y a pas de feu, mais il y a des voitures, des qui s'arrêtent, des qui vous dépassent, et à qui vous lancez un regard noir avant de traverser. Ici, il y a la boulangerie rouge. Ce n'est pas son vrai nom, mais pour moi et pour nous, elle n'en a aucun autre. Ici, il y a la boulangerie d'en face. C'est toujours pas son nom, mais pourtant elle est en face alors. Dedans, il y a les dames qui sourient et demandent des nouvelles aux clients. Et il y a le monsieur qui nous a tout appris à dire Msamen plutôt que de les pointer du doigt et qui nous offre des mini-viennoiseries. Ici, il aurait pu y avoir un vendeur de marrons grillés, mais non. Ici, il y a chez moi, avec le magasin de vêtements d'à côté, la façade faite de roulés blancs et la grande porte noire au carreau qui s'ouvre et se tourne. Ici, il y a la pharmacie où travaillait la tante de mon ami, où il y a un monsieur qui fait le test anti-G et un autre qui vous détruit les narines avec l'Editest. Avant ça, il y a l'immeuble de mon ami que je ne vois plus, qui a été l'immeuble de l'ami que j'ai le plus vu. Le bar tabac à langue fera l'affaire. Nicolas repère une petite table ronde, encore à moitié dans l'ombre matinale, s'assoit sur la chaise chaude face au soleil et ferme les yeux un instant. Il tâte ses multiples poches, sort son paquet de tabac et constate avec ennui qu'il est vide encore et qu'il faut donc se relever. Il aime fumer. Il aime le goût des brins de tabac qui restent parfois collés aux lèvres. Il aime le bruissement du papier roulé qui se consume trop lentement, trop vite. Il aime allumer une cigarette après avoir terminé un travail, pris une décision, être arrivé. Il aime la récompense. Il est donc exclu d'attendre un peu. Prendre ce café sans cigarette, ça enlève tout le plaisir, tout intérêt. À l'intérieur du bar, un effluve fumeux se mêle à la poussière du soleil et aux traces encore brillantes du désinfectant sur les tables. Il soupçonne fortement que dans la petite salle à l'arrière, certains ont fumé à l'intérieur et fument encore. Qui sait ce qui se passait dans cette petite pièce à l'arrière, ouverte, dans un coin de tous les bars tabac de France? Et il en avait beaucoup. Pendant ses missions dans ces territoires sans intérêt immédiat, avant la mer et après la montagne, le PMU était l'unique instance de socialisation. Parfois, il s'agissait seulement de l'accès au logement du gérant. Parfois, il en sortait des volutes de fumée et des voix depuis ces petites pièces à l'arrière. Et lui, il s'est toujours demandé ce qui se passait dans ces pièces, à chaque fois qu'il en apercevait la porte.
Pour avoir la réponse, il existe heureusement un moyen assez rapide et efficace. Y aller. Chez lui, cependant, les interrogations ne menaient jamais à l'action. Elles n'étaient même pas le signe d'une réelle curiosité. Il ne se débarrassait ainsi jamais du désir de savoir, tout désir lui étant agréable. Il se plaisait à imaginer toutes sortes de scènes, comme des tableaux, de scènes qu'on fabrique quand on a regardé beaucoup de films et lu beaucoup de livres. Une salle de jeu cachée, un bar à chicha, des mafieux qui planifient une transaction qui devrait être secrète, une fête à laquelle il n'était pas invité. Il sait bien qu'il est plus probable que cette pièce à l'arrière, souvent sans porte et visible par tous, ne soit inaccessible ni même privée, ne soit pas inaccessible ni même privée, mais que ceux qui osent y entrer n'y trouvent jamais que des habitués, ceux qui ont passé tellement de temps dans le bar qu'ils sont progressivement absorbés dans ces murs. Justement, un enfant sort à ce moment-là de la pièce, et ainsi, Nicolas s'est réveillé. Surpris, sans réelle raison, contrarié d'avoir une réponse aussi simple. Le gamin passe devant lui, se place en face du comptoir. Il serre dans une main 2 billets et quelques pièces, et dans l'autre, plusieurs grilles de pariteur. Le petit homme sec derrière le comptoir lui sourit d'un air entendu, dit quelques mots et lui désigne les jeux à gratter. Nicolas jette vainement un œil à la pièce, mais d'ici il n'y a rien à voir. L'enfant se retourne vers Nicolas, tente sûrement de le regarder dans les yeux, mais il est très grand et il est difficile pour un enfant de le regarder au-delà de l'enfant. Il doit cependant estimer que c'est suffisant, puisque, droit comme un piquet, il lui dit d'une voix assurée et claire « Il manque 2 € pour le scorpion ». Nicolas sursaute. Il ne prêtait plus attention à ce gosse, passé la coïncidence de l'avoir vu sortir de la pièce toujours restée secrète. Sur le comptoir sont étalés des astros. En fait, les 12 astros, un pour chaque signe astrologique. Il trouve ça étrange, sourit à l'enfant qui ne lui sourit pas du tout en retour. Sans réfléchir, il demande son paquet de tabac et ajoute l'astro, puisqu'il est impossible d'en gratter 11 et pas 12. Il comprend ça. Le scorpion ne manquera pas. Le gosse lui dit merci sans le penser, ne le voit déjà plus, prend tous les jeux dans sa main et retourne dans la pièce à l'arrière, hâtif. Nicolas ne pouvait pas s'empêcher de se demander pour quelle raison quelqu'un, un enfant, prendrait tous les signes astrologiques. Ce jeu-là, en plus, et Nicolas le sait pour avoir bien trop de pochettes surprises à gratter, ne donne jamais rien, 10 balles tout au plus. En sortant du bar, il fait face à Cédric, qui venait de s'asseoir à la place au soleil, évidemment. Un gosse à l'intérieur vient d'acheter 12 astros, un de chaque signe astrologique. Il aurait mieux fait d'en acheter 12 du même signe, genre du sien. Je t'ai pris un café. Tout le monde aurait fait ça, s'il avait plus de 20 € à dépenser dans des jeux à gratter. Mais lui n'était pas tout le monde, puisqu'il pouvait entrer et sortir de la petite pièce à l'arrière. Tout en haut, nous voyons boutons du sommet des immeubles, l'horizon par-dessus qui embrasse la ville. Ce bleu puissant du ciel percute le gris dur de Paris, nous fait baisser les yeux, redescendre jusqu'en bas, jusqu'à eux, dont la vision ne rencontre que la nuque d'un autre que le goudron du sol. Nous profitons du silence vivant, reposant, des nuages et du soleil tendre qui caresse notre peau, de la chaleur de l'astre sur nos corps engourdis, tandis que usent leurs voix à coups de cris, de hurlements brutaux interrompus par les klaxons, de vociférations, de bruits sourds et coupants qui leur font oublier la lumière. La chaleur ne descend pas jusqu'à eux, elle est bloquée par les buildings, ils n'ont qu'un grand froid. Nous nous aimons en bloc, soudés, accordés, liés, et eux se déchirent, telle une feuille de papier que le monde s'applique à séparer. En eux, la vie meurt sous le bruit, en eux, la brûlure glacée du feu, de la colère et de l'indifférence blesse leur cœur meurtri. À eux la foule, les gens qui s'écrasent les pieds, les bousculades. À eux la poussière et les odeurs de pots d'échappement. À eux les bouts de ciel gris entreaperçus entre 2 cheminées fumantes. À nous l'immensité nuageuse à perte de vue. À nous le chant du vent qui court entre les toits, loin de ceux d'en bas, de ceux qui bouillonnent, qui crient dans la rue et parfois chantent.
À eux les tambours férocement battus, à eux la vie, à nous le calme, la sérénité, le silence plein de douceur, à nous l'attente lente de ce qui bousculera notre long repos. Norbert est sorti. Il tourne dans la rue Affre, au moment où les lampadaires se mettent à éclairer l'est de leur faisceau orange. C'est de ce côté que se trouvait le soleil dorant, un bar d'angle où des types de son âge passent de longues heures à boire du thé à la menthe, à discuter sur le trottoir et à jouer à des jeux dont Norbert ne voit pas l'intérêt. Juste en face, l'école élémentaire publique Cavé porte le nom de la perpendiculaire. À son arrivée dans la Goutte d'Or, Norbert s'était imaginé la réunion municipale pendant laquelle avait eu lieu le choix du nom d'école. À 25 ans, ça l'avait rendu dingue d'imaginer que l'arbitrage ait probablement été réduit à ces deux noms de rue, Affre et Cavé. Lui qui a appris à lire et à écrire à l'école élémentaire Aristide Briand, sur les bords de la Goutte. On n'avait donc rien de mieux à proposer aux gamins. Malgré les 30 ans passés dans le quartier, on s'y fait toujours pas, mais sans plus en rendre compte. Il gagne le petit parvis de l'église, éclairé plus sobrement de réverbères à lumière blanche, avant de longer le parc par Saint-Bruno, plutôt que par Saint-Mathieu, sans avoir l'envie de presser le pas. À son habitude, Norbert a attendu le dernier jour pour aller récupérer le colis livré 2 semaines plus tôt. Il est 54 et le point carré distribution ferme à 19 h. Le changement de propriétaire récent, toujours affiché en grosses lettres sur une banderole blanche selon l'usage, n'a pas modifié cet horaire de fermeture qu'il trouve inadapté. Au fond, il n'y a pourtant pas de véritable contrainte qui requérait une fermeture plus tardive. Les rideaux de fer sont sur le point d'être tirés. Une partie du rayonnage n'est déjà plus éclairée, sans doute pour décourager les derniers clients de s'attarder trop longtemps. Derrière la caisse, une centaine de colis de toute taille est répartis sur de grandes étagères. Un gamin est assis sur une chaise, de profil. Il a la tête légèrement penchée en arrière, les yeux plissés, laissant échapper un murmure prudent. Il semble implorer le colis showroom privé rangé devant lui. En s'approchant du comptoir, Norbert reconnut Rimbaud dans son chuchotement préadolescent. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre, comme un flot de vin vieux, des parfums. Le garçon bute sur les 3 dernières syllabes. Norbert sort sa carte d'identité et un discret « bonsoir ». Le garçon repousse le cahier qu'il tient enfermé sur ses genoux, prend le bonsoir et se met à chercher le colis au nom d'Etcha. En parcourant de son regard les étagères, il répète le 2e vers atrophié avant de finir par trouver le colis et le mot manquant, engageant, comme un flot de vin vieux, des parfums engageants. Le garçon tend le colis avec un grand sourire satisfait. Et Norbert ne récupère que son paquet. Il remonte la rue Stephenson. On n'est que mercredi et la terrasse du Mistral, diminuée depuis quelques semaines, est déjà pleine. La tempête Aurore en octobre dernier avait emporté le Barnum qui enlaidissait jusque-là la place, mais offrait plus de confort pour boire et fumer malgré l'hiver. Le Barnum n'a pas été remplacé, les clients se sont entassés, réduisant les venues de Norbert qui n'a aucun plaisir à s'amasser pour boire une mousse. Il hésite pourtant un instant. Juste un demi ? Finalement non. Même les rafales commencent à se mêler des sujets de santé publique. En tournant à gauche, Norbert tombe sur le Sacré-Cœur, surplombant majestueusement les immeubles de chaque côté de la rue. On valse avec les rats, on s'étire comme des immeubles. Nos ombres balancent comme des arbres. Tout Paris est devant nous et la tour Eiffel nous protège. Nos bustes se tordent, indépendants de nos jambes qui exécutent une valse endiablée, sur lesquelles rebondissent par saccades nos bras comme désarticulés, pour ensuite se jeter vers les cieux, encore et toujours, comme pour oublier, pour nous faire oublier le goudron en dessous. Tendu à un long moment, tout tremblant, et notre bassin qui tout à coup s'anime et qui emporte les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds, dans un battement gracieux. Le temps s'est comme arrêté.
On tend les jambes, volontaires, dans l'espoir de nous envoler. Le vent caresse nos visages au-dessus des toits. Notre poids soudain nous rappelle à la terre et notre dos se voûte. Nos corps s'affaissent sur nos jambes qui se brisent et on roule et on s'écorche. Notre peau s'égratine, se déchire et on arrive à la fin du toit, brutalement stoppé par ces bords de béton. Sur le toit du monde, nous tremblons. Alors nous, essoufflés, épuisés, revigorés, nous, pliés, crispés, surexcités, nous savourons la lumière qui éclabousse nos corps. Ça y est, ils nous ont vus. 9000 mètres plus bas. Les passants s'arrêtent. C'est une drôle de coïncidence tout de même. Voilà quelques minutes à peine, c'était lui qui plongeait son regard dans les interrogations vertigineuses qui s'élevaient des voies de chemin de fer. À présent que Martin a quitté le front, c'est d'un sommet que doucement sur son âme agitée, un chapelet de questions retardant son retour à la maison. Éprouve-t-elle la même fièvre étrange, ces silhouettes sombres juchées sur l'immeuble comme des anges impuissants venus contempler la vie d'en bas? La hauteur invite-t-elle à prendre son envol ou à sauter? C'est peut-être les deux. C'est peut-être simplement la même chose. Disparaître. Disparaître de soi-même avant d'y être contraint. Comme son père. Envolé. Comme le chef. Envolé. Aimer la vie. Ça lui arrive souvent qu'une image vienne s'intercaler dans ses pensées, comme ça, sans raison. Sûr que ça vaut le coup de lever la tête, même quand on réfléchit très fort, même quand on ne cherche rien. C'est comme ça qu'il avait découvert la plaque de la petite rue bordant l'église Notre-Dame de Clignancourt, côté cœur. Aimer la vie. C'est drôle quand même un nom pareil. Est-ce que ça aide à vivre de s'appeler Aimer la vie? Sûrement que non. Mais Martin avait demandé à sa mère son portable pour prendre une photo. Il ne l'avait jamais regardée. Aujourd'hui, elle revient à la surface de son esprit noyé. Martin n'est pas sûr d'aimer la vie, et ça, comme tant d'autres choses, il ne peut en parler à personne. Et certainement pas à celle qui la lui a donnée. Il n'a pas vraiment envie de la quitter non plus. Le voilà donc coincé ici. Il se sent un peu coupable de penser cela. Lui qui s'abrite sous un toit tous les soirs, lui qui peut se lever au flanc d'une famille et décider de ne plus lui parler, lui dont la jeunesse dispose d'un temps que d'autres pourraient lui enlever. Peut-être un devoir de vivre pour ceux qui ne peuvent plus, de respirer pour ceux qui n'ont plus d'air, de vibrer pour ceux dont le sang et les membres se sont figés. Mais est-ce qu'on peut raisonnablement vivre par devoir ? Martin n'est pas loin de penser que ce serait même indécent, un bonheur, même un tout petit, quand c'est disparu en son privé, définitivement peut-être. Le bonheur rend amnésique, une trahison, un nouvel abandon dont il se rendrait coupable. Les silhouettes sur le toit n'ont pas bougé. On dirait maintenant des gargouilles dont les regards, pourtant impossibles à discerner à cette distance, jugent ses atermoiements. Il se souvient d'une phrase écrite par son père sur le programme du mystère de Saint-Antoine, un spectacle auquel il l'avait emmené et dont Martin ne garde aucun autre souvenir que ces mots extraits de la pièce et tracés de son écriture fine, douce et délicate. Celui qui a du temps mais attend l'occasion, le temps lui manque. Il a précieusement gardé en mémoire cette citation aux allures de viatique, figurant un inestimable héritage qu'il ne comprenait pas très bien mais ressentait très fort. Comme une injonction à vivre et à agir qui terrifie Martin autant qu'elle le fascine. Le terrifie surtout, car personne ne lui a jamais dit comment faire. Faute de parvenir à prendre le départ, il se contente d'observer la régulière et inépuisable foulée du temps qu'indiffère son rythme contrarié. Il en existe pourtant d'autres que lui, des irrésolus, des lents, des contemplatifs. Il les reconnaît parfois à la direction que prend leur regard, jamais dans le sens de la course. Ses prunelles sont dans le silence des silhouettes. Martin serre le bâton de chasseur dans son petit poing crispé et se demande alors s'il peut suffire à donner un sens à sa vie. Ou
si vraiment personne d'autre que lui ne saurait le trouver. Ça bouge. Les gargouilles se décrispent. Les anges s'élancent. Ils essaient en tout cas. À cela aussi, ils sont impuissants. On croirait des marionnettes, comme au spectacle de fin d'année à l'école l'année dernière. De grandes marionnettes tirées par 1000 fils et manœuvrées par autant de mains incapables de s'accorder. Un coup à gauche, un coup vers le ciel, un coup à genoux, parfois tout cela à la fois. Soumises à des vents contraires, malmenées, écartelées, mais toujours entières pourtant, résistant à tout, jusque-là résistant à tout. Y a-t-il de la douleur dans ces mouvements désordonnés, ou de l'espoir peut envoler? Martin ne pourrait dire ce qu'il éprouve en observant cette danse étrange. Dans son ventre, les vaguelettes chaudes qui cognent ses organes sont les mêmes que celles qui rythment ses pas lorsqu'il se promène dans le quartier, inquiet d'être seul, heureux d'être seul. Ça serre et ça ouvre tout à la fois. Quel mot saurait raconter de telles contradictions? Ce que Martin sait, en revanche, c'est qu'il reconnaît quelque chose et le constat de cette familiarité inédite avec d'autres individus suffit à le maintenir ici, droit, debout, vivant. Pas besoin de se parler, pas même de se voir. Une silhouette plus agile que les autres lui évoque le danseur aux grosses baskets. Mais là non plus, pas besoin de savoir. Ils existent et c'est bien suffisant. Ils existent comme lui, membres erratiques, respiration chaotique, vacarme cérébral assourdissant. Une armée de fantômes enfin visibles dans ce collectif incertain, enfin valable. On le sait bien, se dit Martin, que les fantômes sont plus effrayés par les individus bruyamment incarnés que l'inverse. Pas étonnant qu'ils se retrouvent en bande. Est-ce qu'il nous faudrait une bande? Ça commence à grossir autour de lui. Pas possible de tenir un poste d'observation tranquille sans que fusent d'autres regards, d'autres mains, d'autres voix. Son plaisir est gâché. Alors Martin abandonne l'armée des anges à la curiosité aveugle de la foule et s'en retourne, non sans l'avoir remercié dans un sourire intérieur d'être venu lui apprendre son existence. Quand il franchit l'entrée de l'appartement, il lui semble que des heures, des jours se sont écoulés depuis son départ, sa fuite plutôt, en fin de journée. Il semblerait que non, puisque les regards qu'il accueille, se détournant brièvement de la télévision, se contentent de notifier mollement son retour. Ah, te voilà. C'est vrai, il est libre aussi, vivant et libre, d'aller et de venir à peu près à sa guise. Sûrement qu'on pourrait lui enlever ça aussi, cette liberté tant convoitée, mais dont il ne sait pourtant que faire, et à laquelle il préférerait parfois quelques interdits qui formeraient un chemin en creux, un mode d'emploi expliquant ce qu'il serait bon de faire, ce qu'il vaudrait mieux éviter. Il n'en a pas. Il comprend qu'il n'est pas sans rien. Posant sur sa petite bibliothèque le bâton de bois dont il tâcherait de faire un couteau le lendemain, Martin soupire en avisant au travers de la fenêtre la proximité du mur lui faisant face. Et il sourit soudain, en réalisant que l'armée de fantômes-anges continue sans doute son drôle de balai juste au-dessus de sa tête. Les vaguelettes ne cognent plus, mais on dirait qu'à l'intérieur, la mer monte. Bonne nuit, Paris, murmure Martin, en collant son front contre la vitre, ajustant son regard à l'épaisseur cotonneuse du soir naissant. Bonne nuit, les gens du quartier, le chef, Noah. Bonne nuit, papa. Derrière vous. Ok, regardez-moi.